Dans la capsule précédente, on a parlé de l'énergie potentielle gravitationnelle et on s'est rendu compte que l'énergie potentielle gravitationnelle ne dépendait pas de l'inclinaison du plan. Si on monte un objet à une certaine hauteur, l'énergie ou la variation d'énergie potentielle gravitationnelle ne dépendra pas de l'inclinaison du plan. Même si on a une courbe, ça ne dépendra pas non plus de la courbe, ça va dépendre uniquement de la hauteur de laquelle on a monté. Alors, la gravité, c'est un exemple de force conservative. Donc, on a la définition ici, là. On dit le travail qui est fait par une force conservative ne dépend pas de la trajectoire, mais seulement des points initial et final. Donc, la gravité, comme on l'a vu, ça dépend seulement de la hauteur initiale et finale. Alors, c'est bien un exemple de force conservative. Alors ici, on a une petite image pour dire, supposons qu'on part du point A au point B. On a deux trajectoires différentes, donc la trajectoire 1 qui est là, ou I si on veut, et la trajectoire 2 qui est ici. Donc on a deux trajectoires différentes. Par contre, si la force F est une force conservative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail fait par cette force-là, en passant par la trajectoire 2 ou par la trajectoire 1, ça va être exactement le même travail parce qu'on part du même point initial, même point final. Donc, ça va être le même travail dans les deux cas. Donc, on peut dire que WI est égal à WII. On peut même dire aussi que si on fait une trajectoire fermée, donc ici, vous remarquez, on s'en va au point B comme ça, selon cette trajectoire-là, puis on revient au point A en passant par l'autre trajectoire. Donc on fait la trajectoire 2, mais à l'envers. Mais si on a une force conservative, dans le fond, le travail fait par la force conservative dans la trajectoire 2, ça va être exactement le même que ici en sens contraire, mais avec un signe moins. Donc, on va avoir moins WII. Alors, dans notre trajectoire fermée, comme les deux étaient égales en valeur absolue, et bien sur les soustraits, ça va donner bien sûr 0. Donc le travail fait par une force conservative dans une trajectoire fermée, autrement dit si on revient au point initial, ça va être égal à 0. Dans le cas de la gravité par exemple, si on prend un objet, qu'on monte à une certaine hauteur puis qu'on le ramène à sa hauteur initiale, le travail total fait par la gravité est nul. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux qu'est-ce que c'est des forces conservatives ou non conservatives, je vais donner des exemples des deux. Alors, en commençant par les non conservatives, alors ici, quelques exemples de forces non conservatives, on aurait la friction. Alors, le travail fait par la friction, ça dépend évidemment de la trajectoire suivie. Par exemple, ici, on a une situation vue du dessus. Alors, j'aurais une caisse ici que je veux déplacer. Je veux l'amener du point A au point B. Alors, je la prends ici, puis je l'amène direct, donc la distance la plus courte, comme ça ici. Alors, quel est le travail fait par la force de friction? Ben, ça va être égal à la force de friction Fc fois le déplacement delta R, avec un signe moins, puisque la friction s'oppose au mouvement. Si je fais maintenant la même chose, mais je prends la caisse, je l'amène ici, puis ensuite là, ben, le travail total fait par la force de friction, ça va être Fc delta X pour cette partie-là, avec un signe moins, puis FC delta Y pour cette partie-là, avec un signe moins également. Mais c'est évident que la distance delta X plus delta Y, c'est plus grand que delta R, donc le travail total fait par la friction va être plus grand dans ce cas-là. Alors vous voyez, il dépend dans ce cas-là de la trajectoire. La résistance de l'air, qui est une forme de friction, ça va être aussi une force non conservative. Une force exercée par une personne, ça dépend tout simplement de qu'est-ce que la personne décide de faire. Donc, une personne pourrait bien décider de prendre la caisse de là à là en exerçant une force constante, puis par une autre trajectoire en exerçant une autre force. Donc, en fait, en général, la force exercée par une personne, ça dépend simplement de sa volonté. Donc, ça va dépendre de la trajectoire en général. Quelques exemples maintenant de forces conservatives. Alors, on a déjà vu le cas de la gravité. Un autre exemple qu'on a vu au chapitre précédent, c'est la force d'un ressort. Alors, on avait calculé au chapitre 8 le travail fait par un ressort. Ça donnait ceci. Une demi moins une demi kx final au carré plus une demi kx initial au carré. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ça dépend seulement du x initial puis du x final. Donc, en fait, ça veut dire que ça ne dépend pas de la trajectoire. Autrement dit, si j'étire le ressort un peu, je le laisse revenir, puis je fais ça 3-4 fois avant de finir à une position finale, bien, le travail fait par le ressort, ça va être juste ça ici.
ça ne dépendra pas, autrement dit, de qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Ça va dépendre uniquement de la situation initiale et finale. Il y a d'autres exemples de forces conservatives dans la nature. La force électrique, par exemple. On a aussi la force nucléaire. Donc, il y a d'autres exemples. Mais dans notre cours à nous, en mécanique, disons qu'on va se limiter à ces deux forces-là comme exemple de force conservative. Donc, on aura la gravité et la force élastique d'un ressort. Alors maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'était qu'une force conservative, on va dire ici que quand on a une force conservative, on peut toujours lui associer une énergie potentielle. Donc, un peu comme on a fait pour la gravité, on avait calculé le travail fait par la gravité, WG, puis on avait dit c'est égal à la variation d'énergie potentielle, ou plutôt moins la variation d'énergie potentielle. Donc le C ici, c'est pour conservative. Donc on va pouvoir appliquer cette équation-là dans n'importe quel cas où on a une force conservative. Alors je reviens avec l'exemple de la gravité. On avait dit le travail fait par la force de gravité, c'est moins mg fois delta y. Et donc, on avait associé une énergie potentielle gravitationnelle à ça, qui est égale à mgy. Alors, on voit bien ici là, que wg est égal à moins delta u. Alors, si j'envoie le moins de l'autre côté ici, c'est égal à moins delta u. Alors, on pourrait faire la même chose pour un ressort. Alors, le travail fait par un ressort, c'est égal à ceci. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une énergie potentielle au ressort. On va appeler ça l'énergie potentielle élastique, qui est égale à 1/2 kx carré. Et à ce moment-là, on peut dire que le travail fait par le ressort est égal à moins delta U élastique, donc la variation d'énergie potentielle élastique. Donc, à toute force conservative, on peut associer une énergie potentielle. Alors, dans notre cas, comme je disais tout à l'heure, dans le cas de notre cours, c'est les deux seules formes d'énergie potentielle qu'on va rencontrer. Mais dans le prochain cours de physique, qui est le cours d'électricité-magnétisme, vous allez en rencontrer d'autres. Vous allez avoir l'énergie potentielle électrique, puisque la force électrique, c'est aussi un exemple de force conservative. Alors, on arrive maintenant à la section où on va pouvoir voir l'utilité de tout ça, donc l'énergie potentielle. Premièrement, on a besoin de définir une nouvelle quantité qu'on va appeler l'énergie mécanique totale. Donc, ce qu'on appelle l'énergie mécanique totale, c'est simplement la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ici, j'ai mis U, c'est toutes les énergies potentielles. Donc, si on a de l'énergie potentielle gravitationnelle, ça va là-dedans. Si on a de l'énergie potentielle élastique, ça va là-dedans aussi. Donc, le U, en fait, inclut toutes les formes d'énergie potentielle que l'on a dans une situation. Alors, c'est ça qu'on appelle l'énergie mécanique totale. Alors maintenant, si on revient au théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu au chapitre 8, on avait dit le travail total qui est fait sur un objet est égal à sa variation d'énergie cinétique. Donc, on va appliquer ce théorème-là à différentes situations. Première situation, supposons qu'on a un système qu'on appelle isolé. On va définir un petit peu mieux plus tard qu'est-ce que c'est. Un système isolé qui ne contient que des forces conservatives. Donc, il n'y a aucune force non conservative dans notre situation. Alors, je reprends le théorème de l'énergie cinétique. Puis là, je vais dire, si on a juste des forces conservatives, le travail total qui est fait, ça va être le travail C pour conservative. Ça va être toutes des forces conservatives. Or, on a vu que lorsqu'on avait des forces conservatives, le travail fait par ces forces-là est égal à moins la variation d'énergie potentielle qu'on leur a associée. Donc, si on envoie le delta U du même côté que le delta K, on va avoir delta U plus delta K égale 0. Et donc, delta U plus delta K, c'est delta E en fait. Le E ici, j'ai pas remis l'indice MEC pour mécanique. Donc, E majuscule, c'est simplement l'énergie mécanique totale. Alors, on dit que la variation d'énergie mécanique totale est égale à 0. En d'autres termes, on dit que l'énergie mécanique, elle est conservée. On pourrait d'ailleurs réécrire cette formule-là en disant E initial égale E final, dans le fond. Alors, on va faire un exemple ici où on va utiliser le principe de conservation d'énergie. Ça va être un exemple pratique dans le sens que ça va être un problème réel. Qu'est-ce qu'on a comme dispositif ici? On a simplement une masse qui est accrochée au bout d'une corde, qui est pendue ici, puis qui va penduler comme ça. Et la question que je vous pose, alors comme vous voyez, il y a une barre qui arrête la masse ici. La question que je pose, c'est à quel angle on devrait laisser tomber la balle pour que la balle puisse s'enrouler sans tomber comme elle vient de faire.
Donc, vous comprenez que si je le mets assez haut comme ça, vous voyez, ça peut s'enrouler comme ça. Donc, à quel angle, je vais calculer théoriquement, à quel angle je dois mettre ma balle au départ pour qu'elle réussisse à s'enrouler comme ça, sans tomber. Donc, en gardant une tension constante dans la corde. Donc, on va prendre des mesures. Donc, je vais dérouler ça un peu ici. Voilà. Alors, on va prendre nos mesures pour pouvoir résoudre le problème. Ici, je vais mesurer la distance d'abord entre... Alors, je vais prendre le centre de la masse jusqu'au point d'attache. Donc, je vais prendre cette mesure-là. Alors, on a approximativement ici 92,5 cm. Donc, 92,5 cm. Ensuite, l'autre mesure importante, ça va être, on va mesurer, en fait, encore une fois, du point milieu de la masse jusqu'au milieu de cette barre-là. Donc, on aurait ici, alors 22,5 cm environ. Alors, j'ai repris la situation qu'on vient de voir en schéma ici, avec les mesures. Donc, en jaune, on a ici la corde, 92,5 cm. Notre masse est ici. On veut savoir quel est l'angle initial qu'on devra avoir. Donc, l'angle, il est représenté ici, pour que la corde puisse s'enrouler. Donc, en noir, ici, on a l'axe qui va bloquer la corde. Et puis, on avait mesuré 22,5 cm. En fait, c'était ici en bas. Mais bien sûr, si la corde s'enroule, la masse va décrire un arc de cercle. Donc, on va retrouver le même 22,5 cm ici en haut aussi. Maintenant, la question, c'est quel angle on devrait avoir pour que la corde puisse s'enrouler comme ça. Alors, la situation est la suivante. C'est que, dans le fond, la situation limite, elle est ici. C'est quand la masse va être ici, que là, il faut qu'elle se rende là, en fait. Si elle n'a pas assez de vitesse, on va avoir quelque chose comme ceci. Donc, la masse va faire ça de même, puis elle va retomber, quelque chose comme ça. Si elle va un petit peu plus vite, elle va aller jusqu'ici, puis elle va tomber. Bon, alors, il faut qu'elle aille ici assez vite, tout en maintenant la tension dans la corde. Alors, ça veut dire que quand on va être ici, on va avoir la tension dans la corde qui va être vers le bas, comme ceci. Le poids va être également vers le bas. Je vais peut-être le mettre juste un petit peu à côté. Fg. Et c'est les deux forces qui vont s'exercer sur notre objet. Donc, on veut pouvoir se rendre là, mais c'est quand même un mouvement circulaire. Donc, il faut se rappeler ici qu'on est en train de décrire un mouvement circulaire. Donc, il faut appliquer la physique du mouvement circulaire, c'est-à-dire que la somme des forces, selon Y dans ce cas-là, donc supposons que je mets mon système d'axe ici, là. Alors Y, alors somme des forces en Y, égale masse fois accélération, mais bien sûr, c'est un mouvement circulaire, donc l'accélération, ça va être l'accélération centripète, V carré sur R. Puis je devrais aussi mettre un signe moins à ça, parce que dans ce cas-ci, ben, l'accélération centripète, elle est vers le centre de la trajectoire. Donc quand on est en haut ici, ben, ça se trouve être vers le bas. Donc on va avoir comme ça notre signe moins. De l'autre côté, on va avoir nos deux forces, qui sont toutes les deux négatives, la tension et le poids. Donc on va avoir quelque chose comme ceci. Maintenant, si on va vraiment à la situation limite, où la balle arrive ici, puis qu'elle se rend tout juste ici, mais à ce moment-là, on peut dire que la situation limite, c'est lorsque la tension est égale à 0. Donc, autrement dit, si on a encore de la tension, ça veut dire qu'on va assez vite. Si on n'a plus de tension, ça veut dire que là, on est sur le point justement de tomber, de lâcher. Donc, on prend cette situation vraiment limite-là où la tension serait égale à 0. Donc, ça serait ça notre équation clé dans ce cas-là. Les signes moins vont s'annuler. Alors, j'enlève le moins t puisque c'est 0. Les signes moins s'annulent, les m aussi. Donc, on trouve que G égale V carré sur R. Et le R, ben, on le connaît, en fait, c'est 22,5 cm. Alors, ça nous permet de calculer ça, quelle est la vitesse que la bille devra avoir pour pouvoir accomplir ce qu'on lui demande. Alors, ça va être racine de GR. Donc, on peut calculer ça en prenant les bonnes unités pour R. Il va falloir que ça soit en mètres, bien sûr, puisque G est en mètres par seconde carré. Alors, ça donne 1,49 mètres par seconde. Donc, ça, c'est notre vitesse que l'on souhaite avoir, dans le fond, à cet endroit-là.
Maintenant, c'est pas ça la question. Par contre, la question, c'est quel est l'angle. Alors là, on va utiliser le principe de conservation de l'énergie mécanique. Parce que dans tout le mouvement qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a comme force? En fait, il y en a seulement deux. Il y a le poids de l'objet et il y a la tension dans la corde. Le poids, c'est une force conservative. La tension dans la corde, non. Mais par contre, ici, elle demeure en tout point, cette force-là, perpendiculaire au mouvement. Alors, elle n'accomplit aucun travail. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que l'énergie mécanique va être conservée. Alors, on le fait de cette façon-là. Alors, pour dire que l'énergie mécanique est conservée, on regarde une situation initiale et une situation finale. Et on va identifier nos deux situations. Alors, la situation initiale, évidemment, ça va être celle qui est ici, avec θ 0, on pourrait l'appeler comme ça, notre angle initial. Donc, ça, c'est notre situation initiale. Et la situation finale, ça va être ici. Donc, on veut, dans la situation finale, avoir une vitesse de 1,49 mètres par seconde. Et pour pouvoir dire que l'énergie est conservée, ben, il va falloir la calculer pour chacun. Donc, l'énergie cinétique en premier. Alors, si je calcule l'énergie cinétique dans la situation initiale, ça va être 0. Parce que, bien sûr, ici, on va lâcher la bille à partir du repos. On ne va pas lui donner un élan, on va juste la lâcher à partir du repos. Donc, énergie cinétique initiale, 0. L'autre énergie, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors ça, c'est mgy. Le y, on avait dit, ça dépend du choix du niveau de référence. Alors ici, on peut prendre notre niveau de référence à différents endroits. Peut-être le plus logique, si on veut, ça serait de prendre ça ici, comme y égale 0, qui est en fait le point le plus bas de la trajectoire. Donc, ça serait 0 comme énergie potentielle à cet endroit-là. Mais remarquez que c'est vraiment arbitraire. On aurait pu choisir, mettons, ça comme y égale 0, ou même ça. Bon, peu importe. Il s'agit de choisir un niveau de référence. Alors, si on prend celui-là, comme y égale 0, il faut maintenant venir calculer quelle est la hauteur initiale de notre objet. Alors, vous voyez, je suis en train de le faire ici. Ça serait ça, le y qu'il faut calculer. Alors, ça, on va le calculer par trigonométrie. Dans le fond, il s'agit de venir continuer ce petit pointillé-là ici. Là, si je viens le continuer jusqu'en bas, ici, je viens de former un triangle rectangle avec l'angle θ. Alors, le côté qui est ici dans mon triangle rectangle, ça va être égal à 92,5 qui est l'hypoténuse fois cosinus de θ. Alors ça, c'est le côté qui est ici. Par contre, la longueur totale, donc ça, je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Donc si je regarde ça ici jusqu'en bas, ça, c'est 92,5 parce que c'est encore la même corde lorsqu'on va arriver en bas. Autrement dit, mon y qui est là, ça va être 92,5 moins 92,5 cosinus θ. Donc, c'est ça qu'on va venir mettre ici. On peut dire donc que y, ça va être 92,5 moins 92,5 cosinus θ 0. Ou encore, si on préfère, on peut même dire que ça va être 92,5 fois 1 moins cosinus θ 0. Bon, c'est sûr que dans l'équation ici en haut, là, je vais plutôt le mettre en mètres par contre. Ça sera 0,925 bien sûr pour avoir l'énergie potentielle en joule. Donc j'y vais ici avec mon énergie potentielle. Alors mgy, donc ça sera mg fois 92,5 en mètres fois 1 moins cosinus θ 0. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là, je n'ai pas la masse. Ni l'angle θ. Donc en fait, j'ai deux inconnus. Donc ça va rester là, je ne pourrai pas aller tellement plus loin, sauf peut-être d'écrire que l'énergie mécanique totale initiale, je peux l'appeler comme ça, qui est la somme des deux. Ben là, comme on a 0 comme énergie cinétique, ça va être égal à ça. Donc mg fois 0,925 fois 1 moins cosinus θ 0.
continue ma barre ici et je remonte maintenant pour aller dans ma situation finale. Alors la situation finale, l'énergie cinétique, 1 demi mv au carré. Donc on va avoir 1 demi m fois, alors on disait ici que ça nous prenait 1,49 mètres par seconde. Donc au carré. Bien sûr on n'a pas la masse, mais on peut quand même calculer au moins les chiffres. Ça donne 1,10 m. Donc il va nous rester quand même la masse. On continue maintenant pour l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle gravitationnelle mg y. Et dans ce cas-ci, alors comme on a pris le point le plus bas comme y égale 0, ben notre masse lorsqu'elle est ici en haut, elle est donc à 2 fois 22,5 du point le plus bas. Donc en fait, 2 fois 22,5, ça fait 45 cm. Alors ici, on pourrait dire que c'est m fois 9,81 fois 45 cm. Alors encore une fois, je vais calculer les chiffres qui sont là. Alors ça fait 4,41 fois m. Alors maintenant, l'énergie mécanique totale finale, on pourrait l'écrire comme ça. Donc ça va être K plus UG. Alors dans notre cas, on avait 1,10 fois la masse pour l'énergie cinétique, 4,41 fois la masse pour l'énergie potentielle. Donc on peut les mettre ensemble. Ça va nous faire 5,51 M pour l'énergie finale. Et finalement, j'applique le principe de conservation de l'énergie mécanique, puisque j'avais juste la force de gravité qui est une force conservative. Donc j'en ai tenu compte dans l'énergie potentielle. Puis la tension, comme je disais tantôt, n'accomplit pas de travail. Alors on va dire ici EI égale EF. Donc mg 0,925 fois 1 moins cos θ 0 égale 5,51 m. Alors, comme ça nous arrive souvent quand la gravité est en jeu, la masse s'annule de chaque côté et il nous reste plus, puis j'ai un g ici, là, il nous reste plus que θ 0 dans notre équation, donc on peut le calculer. Alors, ça nous donne 67 degrés comme angle. Donc, dans ce cas-ci, le mieux, ça va être de le tester. Donc, on va aller vérifier si ça fonctionne ou pas. Alors, on a obtenu 67 degrés. Alors, on va le tester maintenant. Donc, j'ai un rapporteur d'angle ici. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Alors, j'ai mon rapporteur d'angle ici. Je vais mettre à 67 degrés. Ça donne à peu près ceci. Et je le laisse aller. Alors, vous voyez, ça a été limite. On a pris le cas limite, donc c'est assez normal que ça arrive limite. Je vais le faire peut-être en mettant un peu plus. Donc, si je mets, mettons, 60, ici j'ai environ 74 degrés. Alors, vous avez vu que cette fois-ci, ça a très bien marché. Puis, si je mets un peu moins, évidemment, donc si je mets seulement, mettons, 60 degrés, ici, alors ça ne marche pas du tout. Alors ça veut dire que c'était quand même assez bien le calcul qu'on a fait. Évidemment, ce n'est pas super précis. Vous comprenez que je tiens mon rapporteur, j'essaie de le garder vertical. Puis ensuite, quand je lâche la masse, il faut que je la lâche sans lui donner aucune impulsion. Mais bon, c'était quand même approximativement correct.